ce premier congrès du télétravail ici au Centre des Congrès de Lyon et également un live streaming chez vous, depuis la maison ou le travail. On se pose aujourd'hui et ce matin encore, avec un joli plateau à mes côtés, la question de savoir si le télétravail peut être un modèle d'organisation sans s'opposer trop à la performance de l'entreprise. Donc enjeux et perspectives, on va se demander si ces pratiques et propositions de réorganisation de la gestion du travail qui émergent à la suite des multi-confinements est viable. Comment ? Car les besoins des uns ne sont pas forcément ceux des autres. Il va falloir manager tout ça, il va falloir trouver des solutions et cette table ronde de ce matin 9h qui durera 45 minutes, d'ailleurs je vous invite à poser vos questions via le chat du site, sera l'occasion d'exposer les enjeux de cette pratique du télétravail. Pour évoquer la question sur le plateau, Charles-Henri Besser-Desor. Vous êtes retraité, ancien professeur émérite à HEC, président de l'AGRH, l'association francophone de gestion des ressources humaines. Et vous êtes également auteur de nombreux bouquins. Je citerai celui-ci, Travail et organisation hybride, car l'hybridité, c'est, me semble-t-il, un des mots importants lorsqu'on évoque le télétravail aujourd'hui. On développera cette partie. Merci d'être là. Kevin Duchier. Vous êtes DRH à l'agence Germinal, c'est une agence de formation en tout digital. C'est bien ça ? Exactement. Merci d'être ici avec nous. Dario Spagnolo, vous êtes président et cofondateur de O'Clock. Vous formez des développeurs au métier de développeur. Absolument, c'est tout à fait ça. Yael Darsalanen, merci d'être ici. Vous êtes la présidente des territoires à la BPI Group. Vous nous avez amené un petit livre aussi, On veut du sens en parlant du travail. Exactement. Voilà, et c'est votre collègue Jean-Michel Milon qui a, sous forme humoristique, retracé un petit peu, j'imagine, la vie de l'entreprise. Exactement. Une entreprise qui vit bien. Qui vit bien, qui se met en mouvement, positif. Très bien, vous êtes partenaire avec la BPI Group de cette conférence et on va regarder une petite vidéo tout de suite. Merci pour cette petite vidéo. Débutons par une des questions qui m'a un petit peu plu, parce que quand je vous ai contacté les uns et les autres pour préparer cette conférence, Charles-Henri Besser-Desor, vous m'avez dit, d'accord, le télétravail, on en parle beaucoup maintenant, mais ce n'est pas du tout un sujet innovant. Depuis l'arrivée du BlackBerry dans les années 80, on télétravaille déjà. Oui, alors... Ça m'a fait sourire parce que depuis 1 an et demi, on a parlé de révolution du travail avec le télétravail. Tout le monde se gausse de dire que c'est l'invasion des temps personnels, des temps de travail. Tout ça, ça m'a fait sourire parce que, en fait, la première expérience de télétravail, j'y ai participé, j'étais jeune doctorant, enfin j'étais dans ma première thèse de doctorat, c'était en 1980. En 1980, il y a 41 ans, entre Vélizy et la Défense, on avait fait une expérience avec l'Agence de l'informatique, avec un outil formidable que ne connaissent pas nos amis au bout de la table. Quel est-il peut-être ? C'était le Minitel. Le Minitel qui était le premier. Vous connaissez le Minitel ? Et d'ailleurs, à l'époque, on parlait de télématique. Et cette expérience a duré 6 mois. Il y avait des télétravailleurs à Vélizy. Je ne sais pas si vous voyez un peu l'histoire. Alors, la vraie révolution du télétravail a commencé avec les vrais outils nomades. Et je cite le BlackBerry parce que dans cette chaire de recherche que j'avais à HEC pendant 4 ans, entre 2003 et 2007, avec Toshiba, c'est Toshiba qui nous sponsorisait, on avait vu l'explosion des BlackBerry, je ne sais pas si vous vous souvenez, ce petit outil magique. Et la révolution avec le BlackBerry, ça a été pour la première fois les mails dans sa poche. C'est-à-dire, on avait une technologie qui n'était pas pool. La pool, c'était, on devait tirer les mails. C'était ce qu'on faisait à la fin des années 90, tu t'en souviens, Yael, il fallait aller sur un PC qui était connecté par un fil, et là, on avait un outil magique qu'on embarquait. Et surtout, pourquoi ça a tout changé ? C'est ce que j'ai dit un jour au patron de BlackBerry, de RIM, sur Radio Classique, c'était en 2004. Je lui ai dit, votre outil, c'est un outil merveilleux, mais c'est aussi le plus pervers que je connaisse. Alors, il n'a pas aimé le mot pervers, et je lui ai simplement dit, alors il s'est étonné, il m'a dit « mais pourquoi vous dites pervers ?» Et je lui ai simplement dit
vous donnez cet outil à des managers qui ne sont pas préparés, qui sont des autocrates, ou dire autrement des salcons, excusez-moi d'être direct, oui, je suis désolé, eh bien, vous allez augmenter leur autocratie avec cet outil. Donc, si vous voulez, le télétravail, ça fait plus de 25 ans réellement. Qu'on le pratique. Alors, ce qui est nouveau, toutefois, je pense que Kevin Duchier, comme Dario Spagnolo, vous pouvez en attester, c'est une entreprise qui fonctionne en tout télétravail. Et ça, ce sont des exemples non seulement que vous pouvez nous raconter parce que vous les éprouvez. Exactement. Kevin, vous prenez la parole ? Oui, carrément. Chez Germinal, on a fait une transition l'année dernière. On a eu la chance d'avoir un moment, un déclencheur, une chance, malchance, qui a été le premier confinement. Et à ce moment-là, en fait, on a réalisé qu'on était devenu plus productif, qu'on arrivait à mieux s'exprimer, à mieux communiquer entre nous. Et on s'est dit, pourquoi pas pousser l'expérience. Et donc, on l'a lancé pendant 9 mois. Et au bout de 9 mois, en fait, on s'est dit, c'est fantastique. On aime tout ça, on se sent beaucoup plus libre, on se sent meilleur dans notre travail. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'on s'est dit, on sera en télétravail pour toujours à partir de septembre 2020. Quoi. Alors, il faut dire que dans cette entreprise, donc Germinal de 25 salariés, la moyenne d'âge est de 31 ans. Exactement. Est-ce que ça change la donne, ça, Yael Darsalanen ? Je pense que oui. J'en suis pas sûr, parce que je n'ai pas connu autre chose. Je pense en tout cas que nous, on répond à un besoin qui est celui de notre génération, qui est en fait de travailler autrement, de travailler de manière plus décentralisée. Donc nous, par exemple, on reverse 40% de l'EBE. EBE ? Ouais, imaginez ça un peu comme un bénéfice d'entreprise, quoi. C'est un indicateur intermédiaire qu'on reverse en fait à l'ensemble des salariés. Donc c'est vraiment cet esprit en fait de réussir à décentraliser la décision, le pouvoir et aussi les bénéfices. Donc je pense qu'il y a une vraie demande aujourd'hui des jeunes d'avoir en tout cas plus de flexibilité et de liberté au travail. Parce que vous dites le présentialisme, ce qu'on appelle être au bureau jusqu'à 19h, autrement dit faire du zèle, ça suffit quoi. Ouais, il y a vraiment un peu une pression de se dire ok, je dois absolument terminer à telle heure parce que mes collègues terminent à telle heure. Ouais. Nous, on a complètement bougé en fait la flexibilité et les horaires au travail, ce qui veut dire que les gens ne savent plus à quelle heure les autres finissent. Et du coup, c'est fantastique parce que ça peut être aussi très pervers si ce n'est pas contrôlé et structuré, mais ça donne beaucoup de liberté si c'est bien fait. Si vous recevez un message à 23h de quelqu'un, en fait, vous devez ne pas le lire. Vous devez même pas savoir qu'on vous a écrit à 23h. Alors, on va y revenir un peu plus tard sur la notion des rituels à instaurer, les bonnes pratiques pour que ce soit opérant. Parce que je sais que vous avez instauré tout un tas de pratiques, de points très précis, carrés. C'est le cadre numérique du travail, on l'évoquait hier. Et vous, chez vous, c'est assez bien appliqué. Yael Darsalanen, vous m'avez dit, il n'y a pas un avant ni un après Covid, mais il y a un autrement. Comment est-ce qu'il se matérialise concrètement ? On ne peut plus être sur le référentiel d'avant. Et vous avez raison là-dessus. Le modèle, l'impact du Covid a créé un nouveau modèle de travail. On a eu plusieurs temps, entre guillemets. Il y a eu le temps un peu gestion de crise printemps dernier, où là, il a fallu être avec agilité et amortir ce qui se déroulait, avec l'effet de surprise que ça a déclenché. On va dire que sur l'automne, il y a eu un temps plutôt, il y a du temps à récupérer, donc là, réaccélération du modèle, appropriation et alignement sur le modèle digital et le télétravail. Il y a eu une phase où nous, on s'est rendu compte qu'auprès des organisations, le premier trimestre 2021 était très difficile. D'un seul coup, il y a eu à nouveau une marche arrière et il fallait redonner du sens. Vous en parliez tout à l'heure. Aujourd'hui, on est dans un modèle qui est complètement distinct, c'est-à-dire que les organisations doivent se repenser impérativement, doivent accueillir ce modèle hybride. Pour nous, le présentiel et distanciel est un incontournable. Il faut ce mix, parce que le lien social est important. Le lien distanciel aussi permet de travailler autrement par rapport à des rythmes qui ont été maintenant pris par les collaborateurs. Donc, le moment qui me viendrait à l'esprit, Gaël, c'est, on en parlait avec Charles-Henri, c'est vraiment le contrat et le mandat de confiance. L'employeur, l'organisation doit être en contrat, en mandat de confiance avec ses collaborateurs, parce que si jamais il y a du controlling, ou si on se met dans un postulat effectivement de chez Fayon Contrôle, on va au devant de catastrophe. Donc il faut vraiment être dans une liberté, une autonomie de chacun, mais avec effectivement l'accueil aussi d'un cadre qui doit être proposé.
Alors j'imagine que c'est beaucoup plus dur d'instaurer ça dans un gros groupe comme BPI Group que dans des startups dont vous avez initié un petit peu dès le début, quelque part, cette culture d'entreprise qui est bien différente. Pour être toujours dans le concret et faire un peu de pédagogie auprès des gens qui nous écoutent et qui nous regardent, Dario Spagnolo, avec l'expérience chez O'Clock, donc 120 salariés en CDI, vous avez le recul de 5 ans de pratique du télétravail, donc ça veut dire qu'on peut commencer un petit peu à tirer des observations, en tout cas on a un peu plus de recul. Vous me disiez, ce qu'on est parvenu à faire, c'est à respecter toutes les obligations, CSE, médecine du travail, etc. Comment est-ce que vous vous êtes organisé, structuré pour parvenir à cela ? La grosse différence, c'est que nous, effectivement, on n'a pas fait de transition. Et donc, on a commencé directement avec ce mode-là. Vous avez gagné du temps. Oui, je pense que, honnêtement, c'était beaucoup plus simple de fonctionner comme ça. La transition et même la coexistence, le côté hybride, moi, je dis chapeau, c'est compliqué. C'est beaucoup plus compliqué que ce qu'on vit, je pense. Nous, le premier salarié est arrivé avec cette modalité. Toutes nos offres d'emploi présentent cette modalité, donc c'était beaucoup plus simple. Après, c'est clair que le code du travail, il n'a pas été écrit pour des boîtes comme nous. Il n'a pas été écrit au moment où ces modalités-là étaient possibles, technologiquement, ni souhaitées d'un point de vue organisationnel. Et donc, on doit respecter le code du travail. Il ne s'agit pas de ne pas le respecter, mais par contre, on doit être capable de comprendre ce qui est vraiment l'effet souhaité par les textes, les reproduire, mais on ne peut pas les reproduire finalement. Le local fermé à clé du CSE, quand on n'a pas de locaux, c'est compliqué. Et donc, nous, on n'a pas de locaux. Alors, c'est ça, je précise. C'est de l'interprétation de texte, quoi. En fait, voilà, alors nos avocats sont très contents. Ils disent, vous allez faire jurisprudence sur tous les sujets, ça les excite beaucoup. Ça a un côté un petit peu stressant aussi parfois. Mais voilà, il faut sans cesse s'adapter. Alors la médecine du travail aussi, par exemple, aujourd'hui, on est adhérent de 46 centres de médecine du travail. À chaque fois que dans un département, on a un salarié qui réside, on est adhérent du centre de médecine du travail de ce département-là. Donc j'espère que Maud nous regarde, Maud s'occupe quasiment à temps plein de la question de la médecine du travail chez O'Clock, et c'est très très lourd à porter, évidemment. Ce qu'on apprécierait, par exemple, c'est de pouvoir être rattaché à un seul centre de médecine du travail qui puisse travailler en réseau avec des centres de proximité, partager des dossiers médicaux, mais on sait à quel point le sujet est complexe, et ça serait beaucoup plus en phase, en fait, avec notre mode de fonctionnement. Est-ce que, c'est une question ouverte à tous, prenez la parole, je vous la donne, à qui voudra. Est-ce que, j'ai perdu ma question, oui, est-ce que le télétravail peut créer des emplois, du coup, puisqu'il faut organiser ou réorganiser, et donc de ce fait, avoir des gens qui vont s'occuper d'observer les bonnes pratiques. En ce sens, ça peut être très positif. Est-ce que vous l'avez observé, vous, chez O'Clock ou chez Germinal? Est-ce que Yael Darsalanen ou Charles-Henri Besser, dites-moi. Moi, je vais juste répondre. D'abord, par rapport à nos amis qui font 100% de télétravail. Je ne crois absolument pas au 100% de télétravail en généralisation. Qu'ils aient l'expérience, qu'ils aient développé leur business model sur 100% de télétravail avec une population très particulière, ça ne me gêne absolument pas. Mais je ne crois pas que l'avenir de l'entreprise de demain soit le 100% télétravail. Et je dirais, encore une fois, je parle d'entreprises, entre guillemets, plus matures, etc. C'est pour ça que, par contre, je ne crois pas non plus, plus mature, plus ancienne, plus ancienne. Je ne crois pas non plus au 100% présentiel. Parce que, comme l'a dit Yael, nous avons connu une telle perturbation il y a un an. On ne peut plus revenir en ça veut dire arrière. la vraie question du télétravail, ce n'est pas d'accepter ou pas d'être en télétravail. Et par rapport à la question que vous posez, oui, ça peut créer des nouveaux emplois, parce que l'avantage de cette forme d'organisation du travail, c'est et tu l'as dit, ça permet à l'entreprise d'être beaucoup plus agile. D'une certaine façon, des formes d'organisation. Ça permet à des jeunes, et dans la chaire de recherche que j'avais à HEC, dans un livre que j'ai écrit en 2008 qui s'appelle « L'entreprise mobile », je montrais les avantages indéniables du télétravail. Et notamment, je parlais de ces populations de jeunes consultants ou auditeurs, papas, je dis bien les jeunes papas, ce n'est pas du sexisme que j'ai dit, qui pouvaient voir leurs jeunes enfants entre 17h et 19h. Et rebosser après le dîner. C'est chose qu'ils ne pouvaient pas faire. Donc ça donne des opportunités formidables. Mais le vrai truc, c'est ce que tu as dit, c'est que
le télétravail ne pourra devenir vertueux que si on change les postures managériales, qu'on arrive, tu l'as dit, à développer cette dynamique de la confiance. D'ailleurs, il y a un autre livre qu'on a sorti avec des collègues de l'ESCP et de l'ESSEC l'année dernière en septembre. Il s'appelle « Le management par la confiance ». Il est tombé juste à point parce que je pense qu'on ne peut pas avoir d'autres formes vertueuses. Mais par rapport à la question, oui, à partir du moment où on peut créer de l'emploi. On peut créer des emplois, des gens qui ne seraient pas venus en présentiel et qui ne seraient pas venus. Oui, Yael. Si je peux juste ajouter un point, effectivement, en BPI, on travaille sur les études de bassin d'emploi, l'employabilité, puisque c'est vraiment notre scope au niveau du cabinet. Et donc, on travaille sur des prospectives à H10 ans, H3 ans, H5 ans, sur les métiers de demain, ceux qui sont, qu'on va qualifier en tension, c'est-à-dire là-dessus qui sont plus exposés en risque, ceux qui sont plutôt émergents, et donc qui vont arriver et qui sont des nouveaux métiers que nos enfants vont pouvoir expérimenter et vivre, et puis ceux qui sont en transformation. Ça représente une grande partie, effectivement, parce que nous, on accompagne beaucoup les transformations et les orgas. Pour répondre à votre question sur, effectivement, est-ce que ça crée de l'emploi, finalement, ce n'est pas le modèle télétravail ou pas télétravail qui va créer de l'emploi. On se rend compte qu'aujourd'hui, en termes de performance et en termes d'accélération, toutes les organisations doivent se transformer, incontestablement, et doivent repenser leur modèle. On en discutait, le modèle pyramidal, laborieux, tu fais tes horaires et tu es dans un cadre établi, est un cadre incontournable dès qu'on est en manufacturing, dès qu'on est en industrie, en usine, avec des sites de production, parce que là, effectivement, il en va bien sûr de l'organisation des lignes de prod, mais dès qu'on est sur des équipes qui sont plutôt transverses et sur des modèles projets, là-dessus, il y a une vraie liberté et un vrai cadran d'autonomie à donner. Le vrai sujet pour moi, sur le télétravail, c'est l'éventuel hors-jeu, parce que celui-ci, personne n'en parle en termes de performance, c'est le collaborateur qui ne va pas jouer le jeu, qui va effectivement ne pas respecter ce contrat de confiance et qui va mettre en risque l'organisation et ses collègues par rapport à une posture qui ne serait pas appropriée. Et là, c'est un vrai sujet, parce qu'en termes de gestion de conflit, en termes de soft skills, de comportement, il y a une signature de courage managérial qui va être de plus en plus attendue pour que, effectivement, les actionnaires, les stakeholders soient en confiance, effectivement, de ce mandat de confiance donné. Comment, pardon, oui. Alors, je voulais réagir rapidement, c'est marrant parce que moi, je n'ai pas dit que notre modèle était généralisable, et je ne le dis jamais. Je ne le pense pas non plus, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on présente simplement le mode de fonctionnement de O'Clock, je ne suis ni chercheur, ni politique, donc je suis juste entrepreneur, on a créé quelque chose qui fonctionne pour nous, je le présente, et il y a toujours une réaction du type qui me fait penser peut-être à de la peur, à de la crainte, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on bouscule peut-être quelque chose, et on nous dit souvent « c'est pas généralisable ». Et en fait, je suis d'accord. Je pense que déjà, il y a des secteurs d'activité, dans l'industrie par exemple. Ensuite, il y a des hommes et des femmes à qui ça ne convient pas aussi. Exactement. Donc, pour moi, c'est vraiment la conjonction, pour que ça marche, c'est la conjonction d'une volonté du chef d'entreprise, de l'initiateur, on va dire, de la démarche, et ensuite, vont s'agréger autour des personnes qui souhaitent ça. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de personnes qui souhaitent avoir ce mode de fonctionnement, mais ça n'est pas du tout une majorité, ce n'est pas du tout. Donc, mais par contre, ce que j'aimerais, c'est qu'on soit davantage ouvert à la multiplicité des modes de travail. Des schémas. Voilà. Parce que tant qu'on reste dans un schéma unique ou d'un format unique, on laisse de côté. Choisir un format unique, c'est exclure un certain nombre de personnes qui ne s'y retrouvent pas. On pourrait parler d'éducation, ça serait le même sujet. Tout à fait. Exactement. C'est juste. Sur la question de la confiance, alors, puisque voilà, profitons d'avoir deux modèles incarnés sur le plateau pour poser cette question, de savoir concrètement comment est-ce qu'on fait confiance à des gens qu'on ne voit pas pour se dire qu'ils se mettent au travail à peu importe l'heure à la limite, à 8h ou à 10h selon leurs envies, ou qu'ils finissent à 17h ou 19h, peu importe encore une fois, mais en tout cas qu'ils accomplissent leurs tâches et dans la confiance qu'ils aiment ce qu'ils font et dans la confiance qu'ils vont œuvrer pour la croissance et le développement de l'entreprise. Pour nous, il y a déjà une première chose, c'est que la confiance, elle est déjà donnée de base. En fait, il n'y a personne qui doit la prouver ou quoi que ce soit. Et ensuite, on est hyper clair sur, en fait, une confiance brisée, généralement, c'est juste de la mauvaise communication. Donc nous, en fait, on communique sur l'impact qui est attendu. C'est ça qui est vraiment hyper important, c'est avoir des objectifs très clairs, savoir exactement comment on va les atteindre, suivre ces objectifs avec les leads régulièrement, donc c'est au mois le mois, voir comment on avance, etc.
cette idée de l'autonomie, en fait, elle doit être, pour moi, la liberté, elle doit être structurée, en fait. Donc, si on est hyper libre, si on est hyper autonome, derrière ça, en fait, je dois avoir un impact sur l'entreprise. Je dois être structuré, donc rentrer dans des rituels que j'aurai au jour le jour qui vont me permettre, en fait, de communiquer avec mon entreprise, etc. C'est pas tant, en fait, on s'attend pas à ce que les collaborateurs partagent leur écran pour montrer qu'ils sont en train de travailler, et on sort vraiment, en fait, de cette obligation de moyens pour entrer dans une obligation de résultat. Donc c'est dans un sens un milieu qui est beaucoup plus exigeant, en fait. Donc on n'est plus dans ce truc de mais j'ai fait mes horaires, j'ai donné tout ce que j'avais, etc. Non, c'est en fait, est-ce que tu as fait le travail ou pas? Et si tu l'as fait en 2 heures, passe une très bonne semaine. Tu peux aller surfer maintenant. Et c'est ça qui est assez incroyable, c'est qu'en fait, on passe dans un monde qui est aussi un peu plus dur aussi, et qui demande... Parce que ça peut créer des inégalités. Oui. Tout le monde n'a pas la même capacité de rebondir, de comprendre, de créer. Et ça demande du coup à l'entreprise de vraiment être clair sur voilà les capacités que nous on reconnaît. Donc nous, notamment notre rémunération, notre grille de rémunération est communiquée à tout le monde pour qu'ils sachent en fait. Il y a une grande transparence chez vous. Ouais. Exactement. Mais ce qu'a dit Darius, moi c'est ce que je voulais dire. Dario. C'est joli aussi, mais c'est Dario. Ce que tu as dit, évidemment, ton modèle fonctionne. Ce qui m'a un petit peu énervé, c'est le discours de ces grandes entreprises passé, rappelle-toi, en mai de l'année dernière, PSA qui annonce que toutes les fonctions non productives passent en 100% télétravail et ad vitam aeternam. Je trouvais ça complètement stupide comme discours. On ne passe pas du jour au lendemain avec une réalité qui est très très différente. Et évidemment qu'il y a de la flexibilité, évidemment qu'il y a des personnes qui vont être tout à fait aptes et il faudra les laisser. Je crois que ce qu'on a dit dans le livre là, sur l'organisation hybride, c'est justement la grande flexibilité des modèles. Mais la nécessité pour les entreprises, évidemment, ce que j'appelle plus matures, d'avoir en fait du temps ensemble. Et ce qui est très curieux, c'est qu'il y a une étude faite par François Dupuis, qui est un sociologue très connu, là, qui a sorti plusieurs ouvrages, dont le dernier en octobre. Il a fait une étude sur le télétravail pendant le premier confinement dans 9 organisations, dont 2 publiques qui ont été partenaires dans cette... Et ce qui est très curieux, c'est incroyable le résultat. Là où le télétravail c'est le mieux implanté, sont dans les organisations curieusement bureaucratiques, avec des règles. Bien sûr. Et à l'inverse, les organisations qu'il appelle souples, on pourrait dire agiles, c'est là où on a eu le plus grande difficulté. Vous savez pourquoi ? C'est parce qu'il y a des moments de création, des moments très importants où les gens sont ensemble. La communication, elle est à 90% non verbale, donc c'est important de se voir autour de la machine à café, etc. Et en fait, c'est ces organisations qui ont eu plus de mal. C'est ça qui est intéressant. C'est contre-intuitif. Alors, encore une fois, il n'y a pas de règle. Je crois que chaque environnement va trouver une solution. Par contre, ce qu'on a appris dans cette crise, c'est effectivement d'autres façons de travailler et d'autres postures managériales. Yael Dersalanen. Il y a un vrai sujet aussi sur les espaces et sur le sens à revenir au bureau. Absolument. Et c'est vrai que là-dessus, on est en réflexion avec aussi, on peut travailler avec des architectes. Parce qu'en fait, installer un baby-foot ne va pas d'un seul coup redonner du sens à un espace de travail en disant tiens, il y a un baby, ça va créer un terrain de jeu informel, on va créer dans toutes les unités de travail une sorte d'esprit de coworking et ça va fonctionner tout seul. Il y a vraiment, au-delà, je dirais, de l'aménagement des espaces, trouver des occasions pour que le présentiel reprenne son sens et que le distanciel prenne son sens. Qu'est-ce qui fait qu'effectivement, à distance, je serai super efficace et super performant pour pouvoir tenir mes engagements, esprit résultat, tu as raison, et là-dessus, c'est le soft skills sur lequel maintenant on travaille en priorité auprès des organisations. Après, il ne faut pas oublier un prérequis. Alors, je prends 2 secondes la casquette coach, mais on ne peut rendre une équipe performante que si elle est solidaire. C'est un incontournable dans notre métier et quels que soient les enjeux, vous pourrez avoir tous les processus, toutes les cartographies X, Y, Z. Si vous n'avez pas créé une dynamique solidaire d'équipe, vous n'arriverez jamais en termes de performance au livrable attendu et au dépassement de soi. Donc tout se joue sur cet esprit solidaire et du présentiel et comment on crée cette dynamique. Kevin Duché, vous vous adressez en fait à des entrepreneurs qui ont envie de tester leurs idées, de savoir comment la communiquer et comment la développer. Donc, dans un sens, vous ne vous adressez peut-être pas à des communautés d'équipes, mais plutôt à des individus ou des individualités. Est-ce que ça change la donne, ça ? Je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense qu'en ça fait, vous fait même rire. Non, on a. Enfin, c'est qu'une question de culture. En fait, il y a O'Clock n'a rien à voir avec Germinal. Pourtant, on fait exactement la même chose.
Par contre, on partage certaines croyances de base sur les humains et sur comment est-ce qu'on pense qu'ils doivent travailler, etc. Et c'est plutôt c'est presque militant en fait, hein, le télétravail complet, parce qu'en fait il y a vraiment cet esprit de décentralisation, etc. Mais je ne pense pas que ce soit la cible qui transforme vraiment le business et l'organisation. Alors ça c'est intéressant aussi parce que chacun l'a soulevé. Évidemment que ce genre de formule qui appelle à la liberté nécessite avant tout beaucoup d'organisation. C'est tout sauf le chaos. C'est ça. Voilà, c'est pas chaotique, c'est avant tout très organisé. Quelles sont les règles et les rituels que vous avez instaurés, peut-être l'un et l'autre? On va commencer par, allez Dario, c'est parti, vous avez la bouche ouverte en y. Merci, je brûlais de dire beaucoup de choses. En effet, on a des décennies d'expérience avec l'organisation du travail en physique, la position des bureaux, les emplacements, etc., les espaces de repos. Et finalement, quand on passe en télétravail, on se dit, bon, il n'y a pas de bureau, donc tout ça, ça saute, ok, mais par quoi est-ce qu'on le remplace en fait? Chez O'Clock, on a identifié 3 principalement canaux d'échange, d'interaction, parce que ça reste forcément le moyen de travailler ensemble. Dès qu'il y a de la collaboration, il y a de l'échange. Ouais. On a des modes d'échange qui sont synchrones, asynchrones et entre les deux, semi-synchrones. Et je crois que c'est important pour chaque organisation d'identifier quels outils ou quelles méthodes mettre en face de chacun de ces 3 modes d'échange. Donc concrètement, ça donne quoi? Donc ça veut dire en même temps, pas trop en même temps ou pas du tout en même temps? Exactement, c'est ça. Alors, moi, je commencerai déjà par l'asynchrone, parce que c'est souvent le grand oublié. Oui, puis on se dit ça ne peut pas marcher, chacun de son côté. Voilà, mais en télétravail, il faut l'organiser, parce que c'est là aussi où on peut trouver le plus de productivité, mais aussi, quelque part, le plus de... voilà, tant que c'est bien équilibré, aussi le plus de bien-être, dans le fait d'être autonome, dans le fait de... Voilà, donc l'asynchrone, chez nous, on l'organise. Alors, c'est pas très connu, mais enfin, c'est connu dans le domaine de développeurs, mais la solution GitHub, en fait, qui permet de centraliser du code, nous, on l'utilise pour sa partie issue, qui est un peu un forum de discussion. Donc, voilà, imaginez un forum de discussion. Ça, c'est pour nous l'endroit où l'on traite des sujets de fond de manière asynchrone. C'est-à-dire quand je laisse un message, je ne m'attends pas à avoir une réponse tout de suite. C'est pas un chat. Ni dans la seconde, ni même dans la minute qui suit. Ouais. Et c'est une technologie inventée par l'entreprise ou vous faites appel à un logiciel qui existe déjà? C'est tiers et ça peut être un outil de gestion de projet, ça peut être Trello qui est très connu. Ben voilà. C'est en gros un espace d'organisation de l'information qui est permanent, dans lequel on peut retrouver facilement l'information, ça c'est important. Ensuite, on a… Et pardonnez-moi, pour être bien précis, sur cette… c'est anarchique ou quelqu'un gère ça pour faire ressortir des messages, émerger certains ou c'est très structuré, il y a des thématiques et chaque thématique dispose d'un espace. Alors les thématiques sont créées de manière assez participative, quelqu'un va pouvoir dire au fait je ne sais pas où mettre un message, est-ce que ça va plutôt dans celui-ci ou dans celui-ci, c'est-à-dire qu'il y a une ambiguïté, donc on redéfinit les périmètres des différents repos, on les appelle chez nous. Ensuite, si on se rend compte qu'il y a une ambiguïté pour beaucoup de personnes, à ce moment-là, on refond peut-être une certaine partie, on crée des nouveaux espaces, etc. C'est une sorte de forum. C'est une sorte de forum. Retenons que c'est un forum. Ensuite, il y a le semi-synchrone ou le semi-asynchrone. Ça, c'est la messagerie instantanée. C'est un classique aussi. On utilise Slack, comme beaucoup d'entreprises. Et Slack, il faut absolument que Slack arrive, ou quelque chose d'équivalent, arrive alors qu'il y a déjà une organisation pour traiter les sujets de fond de manière asynchrone. Parce que sinon, Slack, ça peut très vite devenir agressif, en fait. Ça peut devenir intrusif et agressif. Donc, il faut que ce soit utilisé pour des transferts d'informations, parfois éphémères, voilà. Et ensuite, il y a le synchrone. Le synchrone, c'est les réunions, les audioconférences ou les visioconférences. Chez nous, on fait beaucoup d'audioconférences d'ailleurs, parce qu'on a remarqué que l'utilisation de la vidéo, c'est quelque chose qui peut perturber, fatiguer à la longue, quand les réunions durent longtemps. Et ça a été souligné, c'est ce qu'on appelle aussi la Zoom fatigue. Ce qui a été, voilà. Et un des aspects les plus vraiment fatigants ou perturbants ou intrusifs aussi, c'est la vidéo. Donc en fait, on l'active, mais on n'oblige pas tout le monde à activer la caméra. Parfois on a envie, on la met, parfois on ne la met pas, et c'est souvent de l'audioconférence. Et ça évidemment, là, comme dans toutes les organisations, on tend à réduire ces temps, à ce qui est vraiment indispensable, à surtout pas les laisser exploser et tomber dans la réunionnite. D'accord, très bien. Kevin ? Sur tous les rituels, vous m'en avez cité quelques-uns qui m'ont déjà moi surprise, je ne sais pas. Donc le barème de rémunération connu, c'est super, c'est la transparence, on veut tout ça.
Voilà. 100% des finances, voilà. Là, on partage nos erreurs, nos acquis. Alors voilà, vous communiquez aussi sur vos erreurs. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui est sympa parce qu'en général, on cache l'erreur à son patron ou à son N+1. On se dit, bah non, je ne vais pas raconter que là, je me suis trompée. Et là, c'est l'inverse. On part d'une philosophie plus naïve, plus candide, plus bienveillante en se disant, bon, ben, oh, il y a une erreur, c'est humain. Essayons d'apprendre de cette erreur collectivement. Carrément. Développer, nous, un petit peu toutes ces bonnes pratiques, enfin, moi, bonnes pratiques et rituels que vous avez mis en place. C'est évident qu'il y a beaucoup de similitudes dans notre fonctionnement avec celui de Clock parce qu'en fait, c'est comme ça qu'une structure est capable de fonctionner à haute vélocité et haute intensité en télétravail. Donc, toute cette logique, en fait, de passer de la culture de l'oral à la culture de l'écrit, à la culture du synchrone à l'asynchrone, elle est indispensable et c'est généralement là où les entreprises, elles échouent, quoi. L'autre élément que vous citiez, ouais, c'est exactement en fait, avoir ce sens de l'expérimentation et avoir ce sens en fait, de la transparence entre les équipes pour qu'elles puissent communiquer entre elles. Donc nous, typiquement, on a un point, celui-là, il est synchrone, on s'attend à ce que tout le monde mette sa caméra justement à ce moment-là, et c'est ce point, il est de midi à midi 15, tous les jours, une équipe présente ce qu'elle a fait la semaine dernière, ce qu'elle va faire, quelles ont été ses erreurs, qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Comme ça, en fait, on est capable de les aider, etc. On essaie de vraiment arriver dans un stade où, en fait, ce n'est pas l'ego qui prend le dessus, mais c'est vraiment le sens de l'envie d'accomplir quelque chose et le fait, en fait, de ne pas être blâmé quand on fait une erreur, être blâmé parce que l'erreur, elle a duré, par exemple, 6 mois. C'est grave, en fait, de faire une erreur pendant très longtemps. Ce qui n'est pas grave, en fait, c'est d'en faire plein et de les régler vite. Et c'est vraiment ce sens de l'expérimentation qu'on met énormément en jeu et qui marche très bien dans ce fonctionnement-là, qui permet beaucoup de flexibilité et qui est absolument indispensable. Et puis, ça doit rendre les gens meilleurs à l'extérieur de la sphère professionnelle, quelque part. C'est un très bon apprentissage. Exactement. Enfin, moi, je vois ça un peu comme de la philosophie et réapprendre en fait à assumer que on n'est pas parfait, qu'on peut avancer et être très compétent même en faisant plein d'erreurs. Ouais. Ça vous paraît, je m'adresse à vous désormais en faisant un petit peu un groupe entre vous parce que vous connaissez un modèle qui est différent. Vous faisiez le retour dans les années 80. Est-ce que ça vous paraît pouvoir être des modèles opérants dans des gros groupes facilement? Ah bah, écoute, ce qu'on a entendu depuis tout à l'heure, au-delà de la question posée par le télétravail, c'est quand même le modèle d'organisation et de fonctionnement. Tu disais, c'est la fin du command and control. Moi, je suis persuadé qu'on va aller vers de plus en plus, effectivement, de subsidiarité, de décision des équipes, ce qui a été quand même formidable. Rappelez-vous, en mars-avril l'année dernière, bon nombre d'organisations n'avaient jamais pratiqué le télétravail. Jamais. Et ce n'est pas pour des questions de technologie, puisqu'elles existent depuis, comme j'ai dit, depuis plus d'un quart de siècle. C'est parce que c'était un modèle organisationnel, un modèle de management très traditionnel, command and control. On a été obligé de laisser faire et on a vu des équipes formidables. Rappelez-vous, moi, de cette histoire de Decathlon, parce que j'ai ma fille qui travaille depuis 10 ans bientôt chez Decathlon. Ils ont quand même, une équipe italienne a quand même trouvé l'histoire de ce masque, qui n'est pas un masque de plongée, d'ailleurs c'est un masque de snorkeling, pour faire un masque de respirateur. Ils n'ont pas demandé la permission à Decathlon et du coup Decathlon a arrêté la vente en ligne de ce masque pour tout donner je ne sais pas si vous voyez, moi ce qui m'intéresse dans un exemple comme celui-là, c'est une équipe de terrain qui a trouvé une solution formidable. Et par rapport à ce que vous avez dit, il y a un livre là, que j'ai amené, là, le livre rouge, qui est sur la table là-bas, qui s'appelle Humanocratie. Alors ça fait un peu bizarre, Humanocratie. C'est un livre écrit par Gary Hamel, il vient de sortir en français, j'ai assuré la traduction, enfin la supervision de la traduction, et ce livre, je le trouve formidable parce que justement, il donne des clés pour faire exactement ce que vous faites naturellement tous les deux. C'est ça que et dans des grandes organisations, c'est la suppression de la bureaucratie, des règles. François Dupuis, le sociologue, les a critiqués depuis si longtemps. Mais là, on a un livre qui donne un certain nombre de clés. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il arrive en France le plus vite possible. Je ne sais pas si vous voyez. Et je trouve que ce livre, il tombe juste à point pour donner cette possibilité aux organisations de fonctionner différemment. Et d'ailleurs, on y parle de corporate hacking. C'est-à-dire, c'est des salariés qui dérogent aux règles, mais pour le bien de l'entreprise. Et regardez, vous n'avez pas besoin d'aller chercher à l'international, puisque en France, on a déjà des exemples d'entreprises Michelin est cité dedans. Michelin est cité. Et qui innove. Bien sûr. On a des questions de téléspectateurs, alors je vais vous les poser. Avez-vous des exemples de grandes entreprises qui sont passées en full remote? Alors je ne sais pas à qui s'adresse la question, c'est Caroline qui nous demande ça.
En France, Oui. moi j'aimerais bien trouver des organisations plus grandes que la nôtre qui sont en full remote. Ouais. Si Ah. les spectateurs en connaissent, Ouais. je suis Partagez, preneur. communiquez. En revanche, outre-Atlantique, oui, hein, j'ai en tête Buffer par exemple, ils sont plusieurs milliers. Donc c'est souvent des entreprises dans la tech, Oui. à ma Ah oui, c'est connaissance. ça. Oui, oui. Voilà. Et oui, il y a des modèles qui marchent à l'échelle de plusieurs milliers de salariés. Voilà. On n'en a pas en France, à ma connaissance. Pardon? Je confirme, on travaille avec une organisation qui a, au-delà de la partie production, et qui a effectivement structuré les lignes de prod avec les respects sanitaires, depuis mars 2020, reste en télétravail, 100%, avec effectivement une consigne venant de leur siège américain, en tout cas de ne pas bouger pour l'instant, et de s'organiser. Et c'est vrai que c'est un vrai sujet, parce que pour les collaborateurs, ils voient leurs collègues, leurs amis, leurs familles, leurs proches commencer à revenir en présentiel, se remettre en mouvement. Et eux ont effectivement une information comme quoi, jusqu'à au moins septembre, interdiction de bouger, tant qu'il n'y a pas ou pas le passage du 3e vaccin, ou l'assurance que les variants soient bien stabilisés. Donc il y a des grands groupes qui sont effectivement beaucoup plus vigilants et très très protectionnistes vis-à-vis de leurs collaborateurs. Alors soit c'est de la techno, soit c'est du tech, soit ça peut être aussi dans l'environnement médical, pharma médical, au vu de la sensibilité qu'ils peuvent avoir. Mais là, on est dans du temporaire. Eh on oui, est sur des situations d'attente liées à une crise Protection. sanitaire. Voilà. Alors, moi, je trouve ça intéressant de regarder des entreprises qui s'y sont mises indépendamment De de leur la crise plein gré. sanitaire et qui forcément maintiennent cette organisation-là, ou des entreprises, et alors là, je tire mon chapeau, qui font la transition. Tu as raison. Mais pour des raisons indépendantes finalement de la crise sanitaire, plus liées au bien-être, à la productivité, au changement du modèle d'organisation. Mais tu vois que Google en fait et Facebook, Google et Facebook par exemple ont cru qu'ils étaient capables en fait d'aller faire cette transition et de se mettre au full remote parce qu'ils se sont rendus compte les premiers mois que ça avait été hyper productif pour eux. Et ils ont toutes les deux entreprises en fait ont fait machine arrière et ça c'est je pense un super exemple en fait de Que tout le monde ne pourquoi, en peut. fait, de pourquoi en fait c'est hyper difficile de faire cette transition parce que ça demande de repenser 100% de ce que vous faites, la rémunération en fonction des villes, de comment vous rétribuez les gens, comment vous communiquez, comment vous suivez la performance, comment vous interagissez, comment vous sociabilisez, etc. Et la culture d'entreprise. Tu parlais de rituel tout à l'heure. C'est super important, effectivement, qu'il y ait un rituel et un cadre de posé. Que les collaborateurs puissent, à partir de là, avoir un terrain de jeu. Je vous rappelle que par rapport à la génération millennium, etc., il faut absolument qu'on soit dans une ouverture des champs du possible. L'entreprise, je pense, et l'organisation doit être force de proposition. Dit autrement, nous, si on prend l'exemple au sein de BPI, si je vois le cas du territoire au niveau de la région Rhône-Alpes, les collaborateurs ont accès à tous les calendriers. Ils veulent un temps d'échange avec moi. Ils savent que là-dessus, ils se pluguent un rendez-vous sans souci. Il y a des moments où on va les mettre en colorisation sur les agendas, comme quoi c'est du présentiel obligatoire, entre guillemets, où là, on a vraiment lieu d'être tous ensemble. Et puis, je vais créer des réunions sur des thématiques où il y aura certains collaborateurs qui sont vraiment attendus parce qu'ils ont une expertise. Et c'est ouvert à convenance des collaborateurs qui le souhaitent, en distanciel ou en présentiel. Donc, on doit être, je pense, innovants, originaux et un peu force de proposition dans le livrable que l'on offre à nos équipes. Je vais vous donner la parole, Charles-Henri. Malheureusement, le temps va nous manquer. Mais sur la question de l'occupation des locaux, parce que Kevin, vous me disiez, le taux d'occupation est très faible, vous êtes parfois le seul et les gens viennent quand ils ont envie d'interagir. Est-ce que vous êtes prêt, vous, dans un grand groupe comme la BPI, à avoir des locaux vides avec des gens qui viennent quand ils ont envie, quand ils en ressentent le besoin, donc qui viennent chercher quelque chose pour ajouter à leur travail, quoi. Alors nous, on a une règle qui a été établie et qui est très appréciée par les équipes, c'est les jours présentiels flottants. Dit autrement, on a mis un agenda où déjà pour des raisons de sécurité, on ne peut pas laisser un collaborateur seul dans les locaux. Donc déjà au moins créer une dynamique avec plusieurs collaborateurs de présent via un doodle qui se renseigne. Et en fonction des rendez-vous clients, en fonction de l'activité, en fonction des sujets, les collaborateurs vont via cet outil interne indiquer quand ils sont présents ou pas présents. Et donc ça permet effectivement d'avoir toujours un mouvement dans les locaux avec plusieurs personnes. On peut être je dirais, on peut amortir la jauge sanitaire en étant tous présents, comme on peut être que 3 ou 4. Là-dessus, c'est le modèle flottant, je trouve, est très intelligent puisqu'il permet à chacun d'organiser son temps en fonction de son activité et de ses dimensions personnelles. Charles-Henri, je vous donne la parole, après je la reprends pour une question de téléspectateurs et malheureusement on devra... bouillir un tout petit peu parce que Vous avez tout le discours que je viens d'entendre, c'est un discours que j'appelle très positif sur le télétravail. C'est tout ce qui est formidable. Il ne faut pas oublier une chose.
et personne ne l'a dit encore à cette table ronde, que la situation de télétravail, c'est la situation la plus inégalitaire qui soit. C'est facile de parler du télétravail lorsqu'on a 5 pièces ou qu'on a une grande maison, qu'on a 2 ou 3 pièces qui sont dédiées à du full télétravail. Je pense à quelqu'un qui, sur France Info, au mois de décembre, quelqu'un de connu qui disait que le télétravail, c'était une forme de libération psychologique. J'ai proposé sur LinkedIn que cette personne fasse un stage de 2 mois avec 3 gamins braillards et qui soit dans un petit 2 pièces au centre de Paris. On verra si l'expérience de télétravail est la même. Donc il faut être prudent quand on... Et n'oubliez pas qu'il y a eu de plus en plus de cas de détresse psychologique, et je pense malheureusement à des populations d'étudiants. Là, on est sur une autre population. On a même eu un cas de suicide à HEC d'un étudiant indien, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, qui était en full télétravail. Donc il faut être prudent avec ce discours sur le télétravail. Il faut aussi s'occuper. Je suis bien d'accord avec vous qu'il y a des gens qui sont matures pour le gérer. Il y a des gens, il ne faut quand même pas voir le télétravail à l'aune de son expérience formidable que vous avez eue, parce que je pense qu'on a des millions de salariés qui ne sont pas prêts, qui ne voudront et qui ne veulent pas. du full télétravail. Voilà. Alors le full télétravail, sans doute pour des structures agiles, des structures de la tech, etc., je suis beaucoup plus perplexe sur les structures qui ont appris. Par contre, il va falloir changer les modes managériaux, ça c'est sûr. Télétravail choisi ou télétravail subi. Exactement. Voilà. Exactement. Et je ne pense pas que ce soit réservé à la tech, le 100% de télétravail, mais par contre, je pense que c'est, sauf grandes exceptions, à 90% réservé aux structures qui se créent. Parce que celles-là, elles vont pouvoir attirer des personnes qui choisissent ce mode d'organisation, qui rentrent en connaissance de cause et qui s'épanouissent. La transition, elle impose quelque chose à quelqu'un. Et c'est là où je dis que c'est compliqué. Je suis d'accord. Et il y a l'extrême vigilance sur les RPS. Effectivement, nous on le voit au niveau des interventions. On a fait beaucoup d'interventions l'année dernière sur ce qu'on appelait cultiver le lien sans le lieu. Donc comment créer un mindset positif sur l'impact du télétravail. Un état d'esprit donc. Un état d'esprit, pardon. Pour parler... Mais effectivement, là on le voit, on est de plus en plus sollicité par certaines organisations qui nous demandent de les accompagner en préventif. On va faire par exemple le 30 juin prochain un webinaire sur la santé au travail et la prévention au travail, parce que ça devient, on doit être en préventif et pas en curatif. Parce qu'effectivement, comme le disait Charles-Henri, si jamais il y a un dérapage et un non-accompagnement, je dirais, d'un collaborateur entre guillemets en danger ou en souffrance, là l'impact collatéral peut être très rapide. Exactement. Je prends les questions des téléspectateurs. Stéphane Popov nous demande quel outillage pour la communication et la collaboration. Donc j'imagine quel logiciel, par quoi ça passe. Pour la documentation, nous on utilise Notion. Pour la communication, on utilise Slack pour la communication asynchrone. Pour la gestion des équipes et poser des questionnaires toutes les semaines, on utilise Lipsum qui permet en fait de gérer la performance et de recevoir des feedbacks anonymes. Et pour interagir avec ces feedbacks, c'est hyper important pour nous. Et nous, on a des questionnaires qui courent toutes les semaines justement pour évaluer le moral des troupes, entre guillemets. Voilà pour moi. Oui, j'ajouterais juste rapidement que peu importe les logiciels, il y en a beaucoup. Il faut, à mon avis, en choisir un qui soit le centralisateur de tous les autres. Chez nous, c'est Slack. Il reçoit les notifications de tous les autres logiciels qu'on utilise, notamment GitHub dont j'ai parlé tout à l'heure. Et c'est important de donner aux équipes, en fait, une plateforme d'entrée unique. Avant, c'était le mail, mais on déconseille fortement aux organisations de tout baser sur le mail. On pense plutôt qu'une solution comme Slack ou Teams, par exemple, est plus intéressante. Et elle doit servir à centraliser toutes les informations, à intégrer toutes les autres applications. Ça, c'est important. Peu importe quelles applications, ça, il y en a énormément. Sur le modèle flottant, avez-vous des jours de présence commune, nous demande Laurent Scotti. Qui lui répond? Peut-être vous, Yael Darsalanen, puisque vous avez évoqué ce modèle-là. Alors sur les jours flottants, effectivement, on va avoir des réunions régulières qui vont être ou hebdo et mensuelles en fonction des sujets. Donc avec des jours imposés. Donc voilà, donc les personnes vont effectivement choisir. Après, nous, on est dans un métier où on est beaucoup en action chez nos clients. Alors jusqu'à présent, on était beaucoup en distanciel. De plus en plus, maintenant, nos clients nous sollicitent et on voit une accélération maintenant à nouveau de présence. Et puis, on a sur certains de nos métiers aussi des accompagnements de plans sociaux où là, on est en présentiel depuis toujours. Et quel que soit l'impact du Covid, on a toujours été aux côtés de collaborateurs qui étaient en repositionnement dès le début et à leur côté et pas en distance. Très bien. Laurent Scotti ajoute qu'on peut aussi faire du télétravail sur site et dans ce cas, l'expérience du télétravail peut être bonne. Bon, on va s'arrêter là.
Il faudra qu'ils viennent nous voir sur l'édition prochaine pour nous expliquer ça. Je vous remercie tous, Dario Spagnolo, O'Clock, Kevin Duché de Germinal, Yael Darsalanen de BPI Group et Charles-Henri Besser des Hortes, excusez-moi, qui est un auteur prolifique et qui va sortir un autre bouquin dont on va citer le nom à venir, donc le sens avec les DRH du CAC 40. Oui. Voilà. Je vous remercie à tous d'avoir participé à enrichir cette table ronde et je vous souhaite une excellente journée. Merci. Merci à vous. Merci. Merci beaucoup.